Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la gestion du stress dans le changement. Dans le changement de nos activités professionnelles, dans le changement d'une carrière professionnelle, le changement, l'éternelle constante qu'il va falloir gérer et évidemment avec un certain stress car le changement par définition est ce qui déclenche la réaction d'alarme de ce qu'on appelle le stress, qui est en réalité le syndrome général d'adaptation et dont on va parler aujourd'hui, et en particulier des 3 phases de ce stress, de ce syndrome général d'adaptation. Je le disais déjà, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. En d'autres termes, le changement est l'éternelle constante. Pour autant, les changements peuvent être brutaux et peuvent engendrer effectivement une déstabilisation de nos vies, de nos carrières, et donc une réaction d'alarme qu'on appelle le stress, plus généralement le syndrome général d'adaptation. Nous vivons actuellement une période de changement disruptif. La disruption, qu'est-ce que c'est? Clayton Christensen, chercheur en gestion, nous indique que une technologie est disruptive lorsqu'elle est adoptée massivement par le marché et de façon irréversible. Et que de plus, cette technologie modifie les stratégies d'acteurs, les stratégies institutionnelles et parfois même les équilibres politiques. La période que nous vivons actuellement se caractérise donc par l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, technologies disruptives qui viennent donc modifier les marchés de façon brutale, rapide et générant ce que l'on appelle de l'hypercompétition, c'est-à-dire l'impermanence des positions concurrentielles acquises, avec un environnement très instable qui se caractérise par des cycles de destruction et création d'entreprises beaucoup plus rapides que dans une période normale. Évidemment, cela ne va pas sans générer du stress, de l'adaptation nécessaire dans nos vies, mais aussi dans nos carrières. Un autre phénomène, un autre concept qu'il est nécessaire de connaître pour gérer cette situation d'hypercompétition et d'instabilité, c'est la notion de sociomatérialité. C'est-à-dire le fait que ces nouveaux outils des technologies de l'information s'accompagnent de nouveaux usages. Et ces usages sont sans cesse à réinventer, ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire le potentiel d'usage de ces technologies. Ce qui crée une instabilité supplémentaire, car les fabricants ne prévoient pas eux-mêmes à l'origine ces usages. Par exemple, Apple qui intègre l'iPod à terme dans un iPhone, alors qu'au départ, ce sont 2 outils différents. Cela vient de la demande de la population. Donc, la sociomatérialité décrit ces interactions entre les technologies et ses utilisateurs, ce qui crée de nouvelles formes de pratiques et modifie donc ce que l'on pensait acquis, parfois même les institutions. Cela entraîne des transformations au sein des organisations sociales, politiques et entrepreneuriales bien sûr. Donc cette transformation organisationnelle peut être de nature écologique, c'est-à-dire que l'entreprise va s'adapter progressivement en abandonnant des formes qui ne fonctionnent plus, ou bien la transformation organisationnelle peut être l'initiative de la direction de l'entreprise, de l'organisation. Selon que cette transformation est subie sur un plan écologique ou provient de la direction, l'impact sur les collaborateurs ne sera pas la même. Et c'est ce que nous allons voir en termes de conséquences sur le syndrome général d'adaptation. Les 2 types de transformations, subis, choisis ou entrepris, n'ont pas tout à fait le même impact sur la vie des collaborateurs et sur leur capacité de résilience, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation à ces nouveaux schémas d'organisation, ces nouvelles distributions du pouvoir. Il va en résulter la nécessité d'un alignement stratégique de ces organisations, de ces entreprises avec leur marché et avec les technologies de l'information. Là encore, un paramètre important est de savoir si c'est la stratégie de système d'information qui impacte la stratégie métier de l'organisation ou si c'est l'inverse, ou si l'organisation qui a une stratégie métier va être obligée de modifier cette stratégie métier en fonction de l'impact des technologies de l'information. C'est ce schéma d'alignement stratégique des systèmes d'information que Venkataraman a décrit en 1993 et qui s'applique aujourd'hui tout à fait bien à ce nouveau schéma organisationnel induit par l'émergence des technologies de l'information et de la communication, ce qui ne va pas donc sans stresser les collaborateurs, mais aussi
stresser littéralement les organisations commerciales. Il y a à ce moment une difficulté qui se présente, c'est ce que l'on appelle la dépendance au sentier ou path dependency. On a parlé de transformation organisationnelle, je vous parle également d'alignement stratégique des systèmes d'information. Eh bien, il y a un phénomène qui va amener de la résistance à cette transformation. C'est la dépendance au chemin ou path dependency. Et cette résistance naît d'un paradoxe, c'est que organiser, c'est routiniser. C'est rendre un schéma lisible et assez habituel au sein d'une organisation. Et que donc, la transformation exige de démanteler un schéma organisationnel, de ne plus routiniser de la même façon. Eh bien, les collaborateurs et l'organisation elle-même est résistante à ce changement. C'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier, car cela demande un apprentissage nouveau, qui demande donc un effort d'apprentissage, un investissement, des coûts de transformation, des coûts d'apprentissage. Et cette dépendance au sentier est tellement puissante que certains auteurs estiment que la taille de nos voitures ou la taille de nos camions d'aujourd'hui est directement liée à l'empattement des chars romains de l'Antiquité. C'est dire que cette dépendance au sentier ou au chemin a des effets à très long terme que l'on retrouve également dans l'urbanisation informatique avec le système des legacy, c'est-à-dire des héritages, des systèmes hérités d'information qui sont hérités dans certaines organisations depuis 30 ans et qui vont rendre très difficile l'émergence de nouvelles technologies, en tout cas l'implémentation de ces nouvelles technologies dans l'organisation. Eh bien, tout ça induit chez les collaborateurs une nécessité d'adaptation, c'est-à-dire le dépassement ou l'abandon d'une zone de confort pour aller vers une zone d'apprentissage et d'expérimentation qui elle-même génère une nécessité d'adaptation, donc un certain stress, et évidemment dans la crainte d'aller vers une zone de panique et de stress intense qui serait la perte de repères complet au sein d'une organisation professionnelle ou au sein d'une institution par exemple. Donc la difficulté de cette transformation et dans la gestion du stress, c'est là que nous entrons dans la gestion du stress lié à ces transformations, c'est de maintenir les collaborateurs ou se maintenir soi-même dans une zone certes d'inconfort, mais une zone d'apprentissage et d'expérimentation qui soit compatible avec la gestion de cette charge de stress. Il est nécessaire de s'interroger sur le positionnement du salarié dans ce changement organisationnel et ce qu'on va appeler les phases de son deuil, c'est-à-dire l'abandon d'une situation acquise, confortable, pour retrouver de l'énergie, pour aller vers une situation nouvelle et avoir une capacité d'apprendre et d'expérimentation. Donc lors de l'annonce du changement, on constate en général une baisse de satisfaction, nécessairement, un refus de comprendre, une certaine incompréhension, voire une négation de la nécessité du changement, et puis une phase de résistance qui correspond d'ailleurs à une phase de la gestion du stress. Puis une phase de décompression avec un niveau d'énergie très bas, toujours dans un niveau d'insatisfaction important, et puis ensuite une phase de recomposition et de résignation dans laquelle le niveau d'énergie va se renouveler et le taux de satisfaction va pouvoir lentement réaugmenter pour aller vers un niveau d'intégration avec un changement accepté, l'absence de nostalgie et un changement considéré comme quelque chose de naturel et qui finalement a été facteur de progrès. Donc voilà les étapes d'impact sur un collaborateur qui correspondent d'ailleurs à sa réaction et à son syndrome d'adaptation. Donc le refus de comprendre, une certaine incompréhension, voire un rejet, une résistance avec une inertie, une argumentation contre, voire parfois des velléités de sabotage. Une phase de décompression dans laquelle on va trouver de la tristesse, une absence de ressort, désespoir, dépression, donc le niveau d'énergie le plus bas à ce moment-là. Puis une phase de regain d'énergie avec une résignation, certes une absence d'enthousiasme, une attitude dubitative, une certaine nostalgie, et puis une phase d'intégration dans laquelle le changement est accepté et où à ce moment-là, le collaborateur peut même inciter ses collègues à intégrer le changement avec lui et devenir finalement sorte d'ambassadeur du changement. Selon le modèle des capacités dynamiques de Labrouche, tel qu'il l'a décrit en 2014, l'environnement, donc, comme on a vu, l'environnement disruptif lié aux technologies de l'information, crée des événements déclencheurs à des changements managériaux, des transformations organisationnelles, qui demandent donc des capacités dynamiques d'adaptation
et donc une reconfiguration des schémas établis ou des stratégies d'acteurs au sein de la firme. Cela donc demande des ressources techniques nouvelles pour s'adapter à la technologie, des ressources humaines compétentes ayant des compétences nouvelles, donc de la formation, des compétences actives qui sont capables de traduire le changement dans des actions situées. Et ce que nous dit Labrouche, c'est que ce phénomène d'adaptation-résilience va produire un avantage compétitif nouveau. Donc on le voit dans une phase d'hypercompétition génératrice de stress, ce changement qui s'appuie sur des capacités de résilience des équipes et des collaborateurs crée un avantage compétitif nouveau, et donc important de pouvoir surmonter ces phases de résignation, de deuil, pour aller vers une transformation efficiente dans laquelle chacun va pouvoir trouver un avantage à cette capacité dynamique de changement qui va devenir finalement, comme le disait Bouddha, l'éternelle constante. Donc, comment à présent parler du stress tel que l'entend Hans Selye, l'inventeur de ce syndrome général d'adaptation dans les années 1930 ? C'est une capacité de l'individu, mammifère supérieur, être humain, à réagir à un changement de l'environnement. Mais cette réaction d'adaptation, d'alarme, de façon primitive, déclenche soit la fuite, soit le combat. On voit que dans les sociétés modernes, c'est très compliqué, dans un poste de travail, de fuir ou de combattre, de frapper son vis-à-vis. C'est interdit, on va le dire rapidement. Donc, dans cette situation où on ne peut pas répondre de façon primale à cette réaction d'alarme, va se générer ce qu'on appelle un stress d'inhibition, c'est-à-dire l'inhibition de l'action. Et c'est cette inhibition de l'action qui va faire entrer l'organisme dans une phase de résistance, et c'est cette phase de résistance, donc le stress d'inhibition, qui est réellement négative et péjorative pour la santé humaine, car l'organisme réagit en sécrétant du cortisol, qui est un médiateur qui induit un certain nombre de transformations psychiques et qui peuvent déboucher sur de la déprime, de la dépression, voire à l'extrême du burn-out. Donc on va le dire très rapidement à cet endroit de notre présentation, il y a nécessité, lorsqu'on rencontre du stress, de passer à l'action. Et donc on revient sur cette idée qu'un stress entrepris ou un stress de défi sera moins nocif qu'un stress subi qui lui-même génère ce syndrome, ce stress d'inhibition qui va nous faire sécréter du cortisol, qui est un dérivé de la cortisone, et on connaît les effets néfastes de la cortisone à long terme. Top. Donc, pour détailler ce syndrome général d'adaptation de Hans Selye, donc on définit, Selye définit une voie nerveuse réflexe, celle du système sympathique. On peut dire qu'il est le système de l'urgence, le système de la survie, donc il déclenche cette réaction qui prépare l'organisme à l'action, à la fuite, au combat, donc une augmentation du rythme cardiaque, une diminution de la vascularisation du cerveau, et une augmentation de la vascularisation des muscles striés qui préparent à l'action, et une voie hormonale par l'intermédiaire de la glande surrénale et des fibres postsynaptiques qui sécrètent de l'adrénaline et de la noradrénaline, ceci est connu. Donc ceci dans la phase d'alarme. Puis, je l'ai dit, ensuite s'ensuit une phase de résistance. Et puis, si rien n'est fait, si le stresseur continue, on arrive à une phase d'épuisement qui peut à ce moment-là aboutir à de la dépression ou du burn-out dans lequel finalement l'organisme se met automatiquement à l'arrêt pour se préserver. Donc, si on considère que ce mauvais stress n'est rien d'autre que l'inhibition de l'action, je le redis encore une fois, le remède est simple, c'est l'action. Donc, quelques conseils pour demeurer bien dans sa tête et se libérer du stress, quelques soupapes de sécurité dans cette situation de disruption et d'adaptation et de transformation organisationnelle. Assumer son propre stress, connaître son stress et l'assumer sans le mettre sur le dos des autres. Connaître son niveau optimum de stress, son niveau supportable, celui dont on sait qu'il ne sera pas destructeur pour notre vie sociale par exemple. Équilibrer la vie de travail et la vie de détente, c'est-à-dire prévoir du temps pour la détente, du temps à soi, pendant lequel on peut faire du sport ou de la sophrologie, du yoga, voire traînasser, apprendre à ne rien faire de temps en temps pour se sentir bien quand même, méditer, vider finalement le cerveau, ou certains diraient poser le cerveau, dormir suffisamment et se reposer au lieu de terminer ce qui reste à faire en fin de journée, donc prévoir un sommeil approprié, donc ne pas se mettre soi-même dans l'urgence, refuser d'en faire plus, c'est-à-dire apprendre à dire non,
Vouloir faire bien, mais pas forcément plus. Ça, c'est une qualité qui permet de gérer son stress. Éliminer la tension donc en passant à l'action, en faisant un effort physique soutenu et régulier, donc pratiquant du sport, de la marche, la course à pied, plutôt des sports endurance, mais lors d'un stress important, pourquoi ne pas pratiquer des sports de combat, des arts martiaux, pour précisément avoir ce simulacre de combat qui permet également de répondre favorablement à ce syndrome d'adaptation. Se fixer des buts réalistes qui peuvent être atteints dans une période de temps raisonnable et faire de la relaxation, je l'ai déjà dit. En fait, l'idée générale, c'est de ralentir l'allure et de profiter de chaque moment, de donner de l'intensité au temps plutôt que de vouloir ajouter des minutes aux heures et des heures à la journée, ce qui est évidemment impossible. Et donc insister à partir de ce moment-là sur l'être plutôt que sur le faire. Considérer que le fait d'être en équilibre peut avoir en soi une action sur ce qui se passe autour de nous plutôt qu'un activisme désordonné qui finalement dissipe notre énergie et perturbe également les autres. Donc finalement, on va dire la phrase de conclusion, deviens ce que tu es quand tu l'auras appris. Et donc dans cette transformation, se sentir se transformer soi-même, se connaître dans le devenir, donc devenir ce que l'on est, c'est la phrase de Pindare, deviens ce que tu es, voilà la solution au stress, c'est-à-dire se vivre soi-même dans la transformation, se vivre soi-même comme une entité transformée et transformante, et évidemment suivre donc le flot de cette transformation et arriver à la gérer dans une certaine harmonie. Je vous dis à bientôt. Pour en connaître un peu plus, pour en savoir un peu plus sur ces trainings, ces bootcamps que nous organisons dans Intelligence in Life, vous cliquez sur le lien qui est en dessous, vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre et pour participer donc à ces séminaires sur Paris ou dans des lieux très agréables pour des séminaires corporate de 3 jours où nous aurons le plaisir de développer un certain nombre de techniques pour gérer le stress et bien d'autres choses. À très bientôt. Merci pour être fidèle à cette chaîne.